Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes amis, et nous sommes heureux de vous retrouver tous, vous là-bas les artésiens. L'actualité internationale, c'est ce qui ressemble à un apaisement des relations politico-commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a annoncé repousser l'interdiction de la plateforme TikTok, qui était pourtant prévue par la loi, et il se rendra prochainement en Chine. 你们为推进中美沟通与合作做了大量的工作，中方对此表示赞赏。 Les difficultés économiques chinoises et la peur des conséquences des droits de douane sur l'emploi américain expliquent-ils cette bromance, comme on dit? Est-elle durable ou illusoire? Et puis une désescalade aura-t-elle des répercussions pour Taïwan, pour l'Ukraine et pour nous les Européens? Nous en débattrons avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Ma petite reine. Voilà, on va faire du vélo, Elisabeth. Les championnats du monde de cyclisme sur route ont débuté hier au Rwanda. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique accueille cette compétition. L'occasion de raconter une histoire vélocipédique et africaine. Bien sûr. Et vous, Marie? Je vous parle d'un petit poisson qui prend du galon. Les sardines en boîte sont en train de conquérir l'Europe. On va tremper dans l'huile ce soir. Tout à l'heure. Et pour commencer, place au tandem merveilleusement horrifique de la scène théâtrale française. Christian Eck et Valérie Le Sort, binôme que l'on soupçonne d'entretenir des relations vaguement perverses avec les plantes carnivores, les bigoudis phalliques et plus largement le beau bizarre. Ils mettent en scène la petite boutique des horreurs à Paris. C'est saignant et c'est enchantant. Valérie Le Sort, Christian Eck, dit Madame Ressort et Monsieur Herc, c'est ça? C'est comme ça que vous vous auto-surnommez? Oui. C'est comme ça que les journalistes, des fois, se trompent et nous Se trompent? Oui. C'est des erreurs journalistiques. Très bien, qui deviennent pérennes. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche, sans erreur. On est tellement heureux de démarrer la semaine avec vous. Vos 15 Molières, vos milliers de représentations, votre petite boutique des horreurs et votre génie du pire, la peur par le rire. C'est ce que vous faites au théâtre de la Porte Saint-Martin tous les soirs, en ce moment. Vous êtes heureux de nous faire peur et de nous faire pire, Oui. de nous faire pisser de rire? Et puis en voyant le spectacle, qui est comme une reprise, on est assez fiers, on l'aime bien celui-là. Ils sont fiers, ils ont raison. Non, mais en voyant tous ces artistes, on les trouve formidables. Vraiment. Sans parler de cette plante carnivore que l'on va découvrir dans votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. On vous retrouve juste après. Valérie Le Sort et Christian Eck, vous mettez en scène la petite boutique des horreurs au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, avec une intention précise, rendre les personnages de cette bonne farce à la fois touchants, drôles et parfois dégoûtants. Comment y parvenir? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2012, vous créez ensemble un personnage que vous nommez Monsieur Herc TV. Le programme court est diffusé sur Canal+. Oh, vous vous sentez en mauvaise santé et certains d'entre vous souffrent de petites disgrâces corporelles. Oh là. On s'est rendu compte que ce qu'on proposait comme technique de marionnette hybride avait beaucoup plus de sens au théâtre. En 2015, vous adaptez 20 000 lieues sous les mers. Vous entrez dans un nouvel élément et vous verrez ce qu'aucun homme au monde n'a encore vu. Pardonnez-moi, monsieur, mais de quel nom doit-on vous appeler? Je suis le capitaine Nemo et vous êtes à bord de mon sous-marin, le Nautilus. Christian Eck, vous êtes sociétaire de la Comédie Française et l'administrateur général Éric Ruff vous incite à faire preuve d'originalité. Avec Valérie Le Sort, vous partagez alors votre passion des marionnettes aux Français. Il y a de toute façon le corps du comédien qui passe dans la marionnette. Le caractère du comédien passe à travers l'objet. La marionnette permet des expressions que nous-mêmes, nous sommes incapables de faire. On peut atteindre une rapidité d'exécution que notre propre corps, de par son poids, ne peut pas atteindre. Avec le Domino Noir, Ercole Amante, La Mouche, Le Voyage de Gulliver, Le Bourgeois Gentilhomme, vous poursuivez dans la même voie et vous remportez des Molières à l'appel. Aujourd'hui donc, vous reprenez La Petite Boutique des Horreurs, adaptation du film de 1960 et de la comédie musicale de 82, toujours avec des marionnettes extrêmement vivantes. T'as l'air craquant à croquer. En 2015, vous déclariez « Une projection de soi à travers des outils, c'est aussi ça, la création ».
Lâche-moi le pédoncule, dirait la plante. Râle-pistil. Non, mais remontons à l'origine. Parce que la jeunesse. Mais non, elle le dit. Oui, lâche-moi. Mais elles sont de nous. On a fait une petite. Mais oui, parce que vous avez dû respecter. À l'origine, il y a un film, 1960, Roger Corman. Et vous avez dû respecter le texte. Vous n'avez pas pu apporter de modifications. Donc, quelle était votre part de votre latitude créative? Les personnages, les situations? La scénographie. La scénographie. Oui, et la plante, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est à cette condition qu'on a accepté, parce que si c'est pour refaire exactement ce qui s'est fait à Broadway, on a mis une petite French touch, en fait, je me rends compte, avec le recul. C'est-à-dire qu'on a rendu ça joli, en fait, un peu. Oui. C'était un peu cracra dans le film. Oui, puis la plante, enfin, je veux pas... Ça aussi, ça fait prétentieux. Mais on est là pour parler de nous, on peut être que... Assumer. Et la plante, elle faisait un peu clap, clap, clap. Et là, Carole Allemand et Sami Djali... Là, elle est voluptueuse et inquiétante, la plante. Mais alors, vous adorez les mélanges. Alors, vous vous êtes inspiré d'un tableau de Edward Hopper, Nighthawks, pour recréer, paraît-il, la boutique de Mushnik. Mais il y a aussi des clins d'œil aux Marx Brothers, à la Blaxploitation, au Gore, enfin à Tim Burton, à toutes sortes d'univers. Et vous avez tout mis dans un mixeur. D'ailleurs, il est sur le plateau, le mixeur géant. Et vous avez tout remué. C'est comme ça que vous faites. On fait un peu sans faire exprès. C'est après qu'on se rend compte qu'on a piqué des choses ici et là. On fait pas trop un théâtre de référence avec des explications. Par exemple, ce mixeur, on ne sait pas d'où il sort. Hein. On s'est dit, tiens, on va faire ça, mais... La petite boutique, la scéno de la petite boutique vient d'une vieille pompe à essence. Oui, mais c'était aussi le tableau de Audrey Vion qui a fait... Elle s'était inspirée de... C'est un mélange de tout. Un extrait de la petite boutique des horreurs. Allez, petite boutique des horreurs. Jamais t'arrêtes la terreur, petite boutique des horreurs, non, Et il y a de la musique live. Ça, c'était votre apport aussi, Christian, et que c'est important qu'ils soient là, qu'on les voit même. Ils vivent la chose, on les voit. C'est des spectacles vivants, vivants, même si parfois c'est difficile dans l'économie actuelle de faire ça, mais c'est tellement important. Il y avait un orchestre à l'Opéra Comique, dans la fosse. Là, ils sont dans les loges. Oui, en fait, il y avait une formation qui... En fait, l'origine de cette œuvre est quand même faite pour des lieux pas trop grands, avec une petite formation de 4 à 5 musiciens. Ce qu'on retrouve au Saint-Martin est la formation originale. Par contre, la création que nous avons faite il y a 3 ans à l'Opéra Comique, là, c'était une version un peu symphonique. C'était le délire d'un chef, Maxime Pascal, qui est fan d'Alan Menken. L'auteur donc de la petite boutique des horreurs. En fait, et on ne se rend pas compte, mais qui est extrêmement connu, puisque c'est lui qui a écrit la musique de La Petite Sirène, de Aladdin, je crois, de La Belle et la Bête. Donc, en fait, c'est une méga star Disney. Et bizarrement, ce chef, qui d'habitude fait des choses plutôt du Stockhausen, des choses... plutôt très contemporaine et très un peu incompréhensible pour nous. Là, lui, il est à fond sur Alan Menken et c'est parti de là. Alors, au cœur du dispositif scénique absolument génial, il y a cette énorme plante carnivore, enfin, qui grossit au fur et à mesure. Audrey 2, n'est-ce pas? Tel est son nom. Et on va évoquer, avec vous deux et avec Anna, les marionnettes à travers un festival mondial de marionnettes qui a lieu en ce moment à Charleville-Mézières, la ville de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud. Exactement, jusqu'au 28 septembre. Et ce festival, c'est l'occasion pour les élèves de l'ESNAM de Charleville-Mézières, c'est donc l'École supérieure nationale des arts de la marionnette, de présenter publiquement leur dernière création dans toute la ville. Cette école, en fait, elle est unique en Europe. Elle forme en 3 ans 16 étudiants seulement triés sur le volet à la fabrication et à la manipulation des marionnettes. On le voit ici, des marionnettes à fil, à gaines, habitées. Ils disposent pour cela d'une salle qui s'appelle l'instrumentarium où sont entreposées tout type de marionnettes qu'ils peuvent utiliser à loisir pour leur apprentissage. Et puis cette formation, ils sont aussi formés au mime, au jeu d'acteur, à la dramaturgie. L'essentiel de l'apprentissage repose sur des masterclass qui sont dispensées par des marionnettistes internationaux reconnus par la profession. Valérie Lessort, est-ce que vous avez, dans vos spectacles, eu recours au talent de cette école ? Eh bien, alors, c'est drôle parce que, justement, sur la reprise de La Petite Boutique des Horreurs, on avait un stagiaire qui venait de cette école, qui s'appelle Anatole, et qui, donc, nous a accompagnés. Alors, c'était une reprise, c'était pas une création totale, mais il y avait quand même des petites choses à réparer. Quelquefois, il remplaçait un peu les danseurs dans la plante.
Et il savait faire plein de choses. Et il avait une très bonne connaissance des matériaux. C'était joyeux à partager. Puis là, j'avais justement un spectacle pendant le festival, Petite balade aux enfers, ouais. Alors, il y a des messages dans cette pièce. Pour vous, cette grande plante, c'est quoi? C'est vraiment ce qui nous guette, la revanche de la nature ou pas? Est-ce qu'il y a un message environnemental ou on voit trop loin? La première fois qu'on voit l'œuvre ou qu'on se dit il n'y a pas de message, c'est pour rigoler. C'est pour avoir peur, c'est pour... Moi, je trouve ça rigolo comme... Pardon, je te coupe. Vas-y, non, je t'en prie. Non. Je trouve qu'on a un petit peu honte maintenant de nos jours de juste s'amuser et de prendre un divertissement tel qu'il est. Donc, c'est comme si on cherchait toujours des messages pour se déculpabiliser. Alors, on peut avoir, c'est peut-être un truc écologique, c'est faux, ça parle de l'exclusion sociale. Il y a un peu de féminisme. Il y a un peu de féminisme aussi, parce qu'il y a quand même un personnage, le dentiste à roulettes, qui me faisait penser au Lucien de Margerin, avec son bigoudi phallique, et qui est quand même une ordure, et vous le saignez à mort avec une jubilation sans pareil, non? De toute façon, on aime les personnages comme ça, et évidemment qu'on a demandé aux comédiens d'être extrêmement sincères là-dedans. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a des messages si on a envie d'en voir, et nous, on avait envie de mettre en avant des choses. Mais vous, il y a votre poésie, il y a votre amour des personnages anormaux, bancals, singuliers, hors normes, soit des innocents, soit des tocards, soit des mecs fous du brise, quoi, de Nemo au fils de la mouche, enfin, en passant par lui, là, le Seymour. Hein, vous les aimez? Mais oui, on les aime. En plus, ce misogyne à outrance, on l'a poussé justement pour dénoncer cette misogynie. On grossit le trait. Et c'est pour ça que parfois, l'époque nous paraît un peu dangereuse, parce que les gens sont très frileux avec... quand on montre quelqu'un de misogyne, quand maintenant les jeunes comédiennes ont du mal à interpréter une cocotte, par exemple, mais le seul moyen d'en parler, c'est de les jouer. Pour nous, en tout cas, de le dénoncer en riant. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc, le motard qui tabasse sa petite amie, on lui a mis une minuscule moto, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, tirez vos conclusions. Oui, mais qui fume quand même pas mal. Qui fume beaucoup et ça pue. Vous avez un amour total pour l'artisanat et vous faites remarquer, par exemple, il n'y a pas de vidéo, alors que la vidéo est partout dans les mises en scène contemporaines. Vous tenez absolument à ce qu'il n'y ait pas d'image vidéo, ce n'est que de l'objet poétique, fou, démesuré, disproportionné. Vous y tenez vraiment à ça? Oui, on se tue et on tue nos équipes à ne pas utiliser de vidéo. C'est le travail de la main et on célèbre le... Et c'est de plus en plus difficile, comme il disait, par rapport justement au budget, à l'économie, parce que c'est des artisanats, c'est du travail, c'est long, c'est des heures de boulot. C'est manuel, hein, donc le travail de ce manipulateur dans cette plante est... Son nom? Sami Adjali. Bah oui, voilà. Je le dis parce que tu paniques quand on me demande des noms. Un ancien des Guignols de l'Info. C'est votre fête, hein, Christian, avec ce soir. C'est pas grave. C'est un ancien des Guignols de l'Info. Très bien. Parce qu'on a récupéré quand même pas mal de manipulateurs. Et de chez Jean. Dans le sens physique, hein, bien sûr. La petite boutique des horreurs, alors c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à fin janvier, mais il y a aussi des représentations de certains de vos spectacles à Marignac en octobre. J'ai oublié ce que c'était, je me demande si c'est pas La Mouche. Et puis il n'y a pas les Sœurs Hilton qui vont être aussi représentées en province? Sœurs Hilton en province, hein? Et La Mouche, ce sera au... Réveillez-vous, Christian. Mais ça y est, alors, je la prends la parole. La Mouche, c'est au mois de décembre, au Bouffe du Nord. Oui. Okay. Du 4 au 18. Oui. Et alors, on est en tournée avec la Sœur Hilton, qui est notre dernier né. Sûr. Qui est notre dernier né, qui est l'histoire de ces Sœurs Hilton. Enfin, c'est un autre sujet. On est en tournée, on vient de Sénart, on part en Suisse, on va à Bordeaux, on va à Annecy. On vient de chez nous et on y retourne, comme dirait l'autre, comme dirait Pierre. Il y en a plein d'autres. On a 8 spectacles qui tournent cette année. On va pas tous les dire. Merci, Madame Ressort et Monsieur Heck. Vous en êtes plein de ressorts, tous les deux. La petite boutique des horreurs. Des horreurs, oui, des horreurs, absolument. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci encore d'être venu sur Arte. Quel heureux lundi grâce à vous. Et on passe à notre débat sans transition sur la désescalade entre, c'est le cas de le dire, entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a annoncé avoir trouvé un accord sur l'avenir de TikTok que son prédécesseur Joe Biden souhaitait interdire. Et puis, on ne parle plus de droits de douane à 145% sur les importations chinoises. L'apaisement de ces relations entre les deux puissances est-il temporaire? Avec quelles conséquences pour nous, les Européens? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
Il y a encore quelques mois, en pleine guerre des tarifs douaniers, la Maison-Blanche et Pékin multipliaient les échanges à couteau tiré. told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. Nous ne resterons jamais les bras croisés face à la mise en péril de nos intérêts. La Chine se battra jusqu'à la fin. Mais depuis, le ton a radicalement changé, à l'image de cet échange d'amabilité ce week-end à Pékin, où une délégation du Congrès américain a rencontré le Premier ministre chinois. Nous avons besoin de plus d'échanges de ce type et nous espérons, comme vous, que cela brisera la glace. Nous exprimons notre gratitude pour votre travail considérable pour favoriser la communication et la coopération entre nos deux pays. La volonté d'apaisement entre les deux puissances s'est concrétisée par un appel téléphonique vendredi entre Xi Jinping et Donald Trump, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2019. Les deux hommes ont prévu d'y remédier fin octobre en Corée du Sud, en marge d'un sommet économique. Donald Trump pourrait même se rendre en Chine début 2026. Un accord vient en effet d'être trouvé sur l'épineux dossier de la vente de la branche américaine du chinois TikTok. Mais ce rapprochement entre Washington et Pékin inquiète Taïwan, qui sent le vent tourner. Selon le Washington Post, Donald Trump a annulé cet été une aide militaire de 400 millions de dollars. Les Taïwanais craignent de perdre leur soutien américain. Si Taïwan devait être conquise par la force par la Chine, cela déclencherait un effet domino et saperait l'équilibre des pouvoirs régionaux. Alors l'île de Taïwan pourrait-elle faire les frais de la désescalade entre Donald Trump et Xi Jinping? Le président américain a-t-il finalement trouvé meilleur négociateur que lui? Comme la Chine, l'Europe aurait-elle dû être plus ferme dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump? Nos trois invités, Pierre Grosser, bonsoir, historien spécialiste des relations internationales. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Dernier essai, L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine, est paru aux éditions du CNRS. Selon vous, il y a une forme de désescalade, certes, mais la tension entre Pékin et Washington est cette fois-ci montée bien moins haut qu'en 2018. Par ailleurs, rappelez-vous, la Chine s'était bien préparée au retour de Donald Trump au pouvoir. À côté de vous, Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Eh bien, vous considérez que cet apaisement entre Pékin et Washington est à première vue une bonne nouvelle pour les Européens parce qu'il n'y a plus d'escalade sur les droits de douane, mais ce n'est sans doute que temporaire. La pression sur l'Europe va continuer à se renforcer, malheureusement. Et à côté de vous, Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous êtes spécialiste de la Chine et vous estimez qu'à court terme, on peut peut-être parler de désescalade, mais ce qui se passe aujourd'hui ne remet absolument pas en question la rivalité structurelle entre les deux puissances. Il y a une profonde méfiance, une défiance entre les États-Unis et la Chine. Et on démarre avec, Benjamin, le communiqué du jour. C'est celui du ministère des Affaires étrangères chinois datant de vendredi dernier, après le coup de fil donc entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Et on y lit ceci: l'entretien a été pragmatique, positif et constructif. Alors Pierre Grosser, en langage moins diplomatique, moins langue de bois, ça veut dire quoi? Je pense que c'est relativement vrai, que ça a été pragmatique parce qu'ils ont mis les dossiers sur la table. Il faut bien voir que c'était un coup de téléphone qui était attendu depuis un moment. Il y avait même des caricatures pendant un moment où on voyait Donald Trump dans une petite chambre rose avec le portrait de... Caricature dans la presse chinoise. Non, dans la presse américaine pour se moquer un peu, où il attendait fébrilement ce coup de téléphone. Et il faut bien voir qu'il y avait effectivement un certain nombre de dossiers qui étaient sur la table. Je crois qu'on n'a rien réglé pour le moment, qu'il y a encore des rencontres parallèles qu'on a pu suivre quand on est un peu spécialiste dans notamment des villes européennes. Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont progressé, notamment sur les questions commerciales. Elvire Fabry, ça veut dire qu'il y a eu des efforts faits de part et d'autre pour faire baisser la tension, notamment sur les droits commerciaux. C'est ça qui s'est passé? Chacun a mis un petit peu de soi? Non, je pense qu'on est dans une phase de trêve. Et c'est dans on voit ce qui s'est passé à l'évolution des droits de douane, pardon. On était monté jusqu'à 145%, on est redescendu à 30% et 10% pour les produits chinois et les produits américains. On se souvient qu'au début de cette trêve, la Chine nous avait surpris parce qu'elle a adopté une posture de résilience, prête à assumer le coût d'une escalade éventuelle. Donc c'est vraiment l'affrontement des deux dinosaures ou des deux éléphants.
Maintenant, ça n'a rien de rassurant. On est dans une phase de trêve. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, Donald Trump adopte une stratégie qui est très différente par rapport à ce qu'il avait fait pendant son premier mandat, qui était en effet de jouer avec les droits de douane avec la Chine et avait chargé la Chine avec les droits de douane les plus importants. Alors que là, finalement, il a été plus féroce, plus mordant avec des pays très intégrés à l'économie américaine et soi-disant alliés historiques. Et au contraire, il les pousse eux-mêmes à devenir plus agressifs vis-à-vis de la Chine. Et quand on entend que l'échange a été très pragmatique, c'est presque inquiétant. Parce que ce que l'on peut craindre depuis le début de ce nouveau mandat, c'est au contraire que Donald Trump protège les intérêts américains et finalement cherche quand même à avoir un accord avec Xi qui permette d'investir encore en Chine, Xi Jinping, et qui permette encore aux entreprises américaines d'investir là où ils ont besoin d'accéder à l'innovation chinoise, ou d'importer ce dont ils ont besoin venant de Chine. Donc on en est encore qu'à, dans une deuxième phase où il sert ses intérêts, mais il va utiliser les nouveaux droits de douane aussi, si c'est nécessaire. Donc Marc-Julien, vous partagez la circonspection de votre voisine ? Oui, et d'un autre côté, c'est pour ça que je pense que c'est assez ponctuel, je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu un apaisement puisqu'ils ont crié très fort, ils ont menacé beaucoup pour taper du poing sur la table, et maintenant ils entrent, ils s'assoient autour de la table pour entamer ces négociations-là, et donc là c'est normal, c'est le moment où on discute. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de détails sur concrètement sur ce qui sort. On a entendu parler du fentanyl, on a entendu parler de TikTok, mais en réalité, et aussi des terres rares, mais on n'a pas vraiment les détails de ce sur quoi ils se sont... C'est quoi, la Chine voulait zombifier les États-Unis? Il y avait une histoire d'exportation de matières... C'est ça, il y a beaucoup de fentanyl qui est importé depuis la Chine vers les États-Unis ou depuis la Chine vers le Mexique et ensuite qui rentre vers les États-Unis. Et c'est le problème de santé publique numéro 1 aux États-Unis. C'est un vrai fléau. Vraiment, c'est un fléau. Et c'était un projet chinois, c'était un vrai projet d'affaiblir... Officiellement non, mais bien sûr que les Américains... l'ont vécu comme ça. C'est vécu un peu comme une guerre de l'opium inversée, d'une certaine façon. Alors on va évoquer un sujet qui est au cœur des préoccupations de Donald Trump, en tout cas, et des Chinois aussi, TikTok, le réseau TikTok. Oui, alors pour bien comprendre les tensions autour de TikTok, il faut revenir en 2024, notamment le Congrès américain sous le mandat de Joe Biden qui adopte une loi pour interdire TikTok aux États-Unis. Il reproche à la plateforme chinoise notamment de voler les données des centaines de millions d'utilisateurs TikTok aux États-Unis et de tenter d'influencer dans le même temps l'opinion américaine. Et donc la société chinoise qui détient TikTok aux États-Unis, ByteDance, elle est sommée de vendre toutes ses parts à des actionnaires américains pour que TikTok puisse continuer à exister sur le sol américain. Sauf qu'en janvier 2025, Donald Trump est fraîchement réélu et il demande immédiatement la suspension de cette loi pendant 3 mois, histoire de trouver le temps pour un deal convenable avec la Chine. Car se priver de TikTok, c'est aussi se priver d'un réseau qui a grandement participé à sa réélection et qui continue de diffuser ses idées politiques auprès des plus jeunes. Et d'ailleurs, il ne s'en cachait pas hier sur Fox News. On l'écoute. You know, as a Republican, we won with young voters. We did so well with young voters, and I think a big part of that was TikTok. Alors le nouveau deal dont il est question, qui semblerait sur le point d'être signé selon Donald Trump, prévoit la création d'une nouvelle société, on va le voir, détenue à 80% par les États-Unis, 20% par ByteDance. Au sein du conseil d'administration, il y aurait une majorité de proches de Trump. On parle beaucoup de la famille Murdoch qui détient Fox News et des patrons d'Oracle et de Dell. Quant à l'algorithme, il resterait la propriété de la Chine, mais serait contrôlé par les Américains. Mais du côté chinois, eh bien, la réaction est plus mesurée. Xi Jinping a appelé les États-Unis à fournir, dans un communiqué, un climat ouvert, équitable, non discriminatoire aux entreprises chinoises comme celle de TikTok. Pierre Grossner, au final, si le deal est signé en l'état, qui sort gagnant, les États-Unis ou la Chine, selon vous ? Je pense que il y avait un aspect symbolique qui était assez important. Ça avait été la même chose avec Huawei. Tout le monde s'était focalisé énormément sur cette société, sur le téléphone. Et en fait, c'est pas ça qui est le plus important pour les Chinois, me semble-t-il, parce que évidemment, il y a la question de la gestion des données et notamment de qui est-ce qui va tenir le cloud. Ça, c'est une question qui est importante. Mais d'abord, si les Chinois veulent avoir des renseignements sur les États-Unis, je pense pas seulement qu'ils ont besoin de TikTok, et qu'il y a tout un tas d'autres dossiers. Alors pas seulement Taïwan ou les questions commerciales, mais aussi des questions militaires, aussi de discussions militaires qu'ils doivent avoir. Et donc, TikTok est finalement à mon avis, si cet accord se fait sous cette forme-là, qui a l'air
plutôt avantageuse pour les Américains, c'est, à mon avis, en partie un écran de fumée. Elvire Fabry, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en plus, je pense qu'il y a, au-delà de l'aspect défensif, avec un TikTok qui donne accès aux données, il y a un aspect récupération d'un instrument qui est un instrument politique très puissant. Et là, finalement, on a le sentiment que Donald Trump a engagé cette... c'est à nouveau une démarche de prédation. Il met la main sur TikTok pour pouvoir lui-même utiliser davantage cet instrument à son profit. Quel intérêt pour la Chine de céder 80% de son capital, par exemple? Parce que, pour le coup, il s'agit de ne pas se voir interdit du marché américain. Et il y aura quand même toujours un accès au marché américain. Et là, Donald Trump a joué l'outil massif de l'interdiction du coup près. Donc là, on sent bien que c'est quand même Donald Trump qui a tordu le bras pas simplement de l'entreprise, mais du gouvernement chinois. Mais il y a quand même un intérêt pour la Chine. C'est la première application chinoise qui remporte un succès mondial. C'est la première et la seule à ce stade. En termes de soft power, vous voulez dire aussi? En termes de soft power, c'est important. Power aussi. Et puis l'algorithme, je pense que l'algorithme, c'est vraiment la question clé, c'est-à-dire que l'algorithme resterait la propriété de ByteDance. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a peut-être que sur la dimension renseignement, collecter des données, c'est important, mais peut-être que c'est limité. En revanche, sur la question influence des débats publics et politiques aux États-Unis, c'est très important. La preuve, c'est que du coup, Donald Trump estime que cette application l'a aidé, mais les Chinois pourraient l'aider dans un autre sens. Donc il y a quand même des enjeux très importants. Ce qui est aussi un peu curieux, c'est de voir Xi Jinping, comme vous l'avez montré, parler de mesures discriminatoires, alors qu'il n'y a aucune application américaine qui sont autorisées sur le territoire chinois. Les deux hommes vont se voir au sommet de l'APEC fin octobre quand même. Cette rencontre, Pierre Grosser, elle était assez inattendue il y a encore quelques semaines. On se disait qu'il y avait une telle rivalité. C'est parce que Trump se dit que finalement il a trouvé plus fort que lui et qu'il faut quand même qu'il en rabatte un petit peu? De toute façon, on a quand même l'impression que c'est la Chine qui remporte un peu le bras de fer, c'est-à-dire que elle a tenu bon, ce qui a été dit tout à l'heure. Elle s'était préparée, à mon avis, quand même, à tout ce qui allait se passer. C'est plutôt les États-Unis qui ont eu l'air demandeurs de cette rencontre et de ces discussions. Et donc, à l'arrivée, du côté américain, on ne sait pas tellement où est-ce qu'on va, et certains parlent aujourd'hui aux États-Unis de l'équivalent d'une campagne de Russie, c'est-à-dire qu'on est parti un peu à l'assaut dans les discussions avec la Chine, sans plan, sans exactement de savoir la campagne de Russie de Napoléon, avec des résultats qui étaient assez faibles, et certains disent voilà, c'est au jeu du chicken, au jeu du poulet, qui est le jeu traditionnel des États-Unis avec les voitures qui rentrent les unes contre les autres, eh bien c'est plutôt les Américains qui ont perdu. Et les Chinois ont plutôt bien joué parce que justement après les premières discussions de 2017-2018 lors du premier mandat, ça s'est énormément durci. Et là, ils ont quand même un peu caressé dans le sens du poil parce qu'il y a eu un moment où on a évoqué la présence possible de Trump aux cérémonies du 3 septembre. En tout cas, la presse chinoise en a beaucoup parlé, que ça serait bien, puisqu'on était ensemble dans la guerre antifasciste. Et on sent que la Chine essaye aussi de parler pas seulement au gouvernement, mais aussi au peuple américain en disant, regardez, on a toujours été alliés, il n'y a pas de problème entre nous. Ce qui est une stratégie communiste tout à fait traditionnelle. Alors on va évoquer le sort de Taïwan en passant par une archive, parce que c'est un point de tension important entre les États-Unis et la Chine. Regardez, en 2022, la démocrate Nancy Pelosi avait décidé, malgré les avertissements de Pékin, de se rendre sur l'île de Taïwan. Toute de rose vêtue, la présidente de la Chambre des représentants a tenu parole. C'est la première visite dans l'île d'un haut responsable américain depuis 25 ans. Et tient tête à Pékin, qui considère sa venue comme une provocation. Les États-Unis porteront la responsabilité et devront payer le prix de cette atteinte à la souveraineté et aux intérêts stratégiques de la Chine. Taïwan n'est reconnu que par 13 États dans le monde. Mais Washington apporte un soutien économique et militaire aux autorités taïwanaises face à la Chine. C'est ce qu'est venu réaffirmer Nancy Pelosi, comme elle l'écrit ce soir. Notre visite réitère le fait que l'Amérique est aux côtés de Taïwan, une démocratie solide et vibrante et un partenaire important dans la zone Indo-Pacifique. Marc Julien, c'est du passé, ça. Trump est en train de ménager la Chine sur la question de Taïwan. Selon Washington Post, Trump a refusé donc une aide militaire, on le disait tout à l'heure, de 400 millions de dollars à Taïwan. Alors là aussi, on ne peut pas aller trop vite, on ne connaît pas les détails. Pour le moment, il l'a mis en pause et on peut
tout à fait comprendre que si sa priorité actuellement, c'est les négociations et les discussions avec Pékin de manière apaisée, ce n'est pas d'annoncer au même moment qu'il va transférer 400 millions de dollars d'aide militaire. D'accord. Donc, je pense qu'il met en suspens ces deals-là pour le moment, mais ça ne veut pas dire, pour le moment, en tout cas, moi, depuis qu'il est revenu au pouvoir, je ne vois pas de déclin du soutien américain à Taïwan sur le plan politique ou sur le plan militaire. Alors après, avec Donald Trump, il ne faut jamais être trop affirmé, mais pour le moment, le soutien est toujours là. Elvire Fabry, il faut dire que Taïwan est un gros client de l'armement américain. Pour vous, comment sont les relations entre les deux actuellement ? Pour Taïwan, l'approvisionnement en semi-conducteurs du marché américain est une garantie de sécurité, un troc. Enfin, disons qu'ils essayent de maintenir les garanties de sécurité américaines contre la Chine en continuant à approvisionner les États-Unis avec ces semi-conducteurs. Qui sont essentiels. Qui sont essentiels pour toute l'industrie et surtout pour toutes les nouvelles technologies. Et ce qui a amené la grande entreprise taïwanaise, enfin le grand leader mondial, à investir beaucoup aux États-Unis aussi pour permettre aux entreprises américaines de pouvoir se fournir localement et développer la capacité d'innovation, enfin, en fait, assurer un rattrapage technologique du côté Donc vous ne voyez pas Trump lâcher Taïwan, Pierre Grosser, vous aussi, pour l'instant Non, pas lâcher Taïwan, mais en fait, le discours et la réflexion sur Taïwan, je pense que ça a quand même beaucoup évolué parce qu'à l'époque de Biden, l'aspect démocratie était absolument fondamental. On a vu Nancy Pelosi le rappeler de manière vivante. Voilà, puis les succès dans la gestion du Covid, etc. Et là, la question de la démocratie, l'idée de faire de faire des sommets de la démocratie comme l'avait fait Biden, c'est pas du tout dans les intentions de Trump. Et je crois d'ailleurs que ça, c'est un atout tout à fait considérable aujourd'hui de la Chine par rapport aux États-Unis. C'est d'une certaine façon... ils n'ont même pas besoin de forcer pour isoler les États-Unis, c'est que les États-Unis s'isolent tout seuls et la solidarité des autres démocraties devient moins importante, même si évidemment ils sont toujours à essayer de mendier un peu de soutien américain. Mais en tout cas, la solidarité démocratique qui avait été la grande thématique de Biden, c'est fini. Alors parlons-nous un peu les Européens. Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce rapport de force pour ne pas être les seules victimes de ces deux grandes puissances ? Écoutez ce que dit Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne. Reliance on the US for defense was quoted as one of the reasons we had to accept a trade deal largely on American terms. Dependence on Chinese critical materials has curtailed our ability to prevent China's overcapacity from flooding Europe. To carry on as usual is to resign ourselves to falling behind. Elvire Fabry, ce qui se passe là, cet apaisement, enfin, dit éphémère, fragile, entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça peut nous être profitable ou pas ? Quel est l'impact sur nous, pour le moment, Européens ? Pour le moment, ça avait permis d'éviter, nous, marché européen, d'être finalement le marché secondaire vers lequel se tournaient toutes les exportations chinoises et avec le risque, d'inondation de produits chinois. Plus 10%, ça a été énorme sur nous là, dans les derniers mois sur le marché européen. Ouais. Ça a été déjà très important, mais moins que ce que l'on pouvait craindre. Donc il y a d'une certaine façon, on est un petit peu rassuré par cette pause tarifaire du côté américain. Mais encore une fois, cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, elle est structurelle. Et ce qu'il faut surveiller, c'est la capacité d'innovation chinoise qui galope. Et qui va être un argument suffisant pour que les États-Unis continuent à s'affronter durablement à la Chine. Je croyais que vous alliez dire qu'il faut surveiller la capacité d'innovation européenne. Non, alors justement, vous venez de montrer Mario Draghi, qui a publié son rapport il y a un an et qui appelle à approfondir, à se concentrer sur le marché européen, l'investissement, capacité d'innovation, prendre des initiatives, se coordonner entre les 27. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est de pousser un grand coup de gueule en disant « mais ça ne va pas assez vite, ça n'avance pas ». Il y a urgence, il vient de le dire, on ne peut pas continuer business as usual avec des mesures d'ajustement en se disant ça va aller mieux, peut-être que là on va résister. Et c'est pour ça qu'il y a eu au lendemain des annonces, des nouveaux termes d'échange entre Ursula von der Leyen et Ursula von der Leyen et à dessein, je n'emploie pas le terme accord. On s'est vu imposer des nouvelles conditions, mais ça a été un réveil, une gueule de bois
parce que il faut bien assumer ce nouveau coût des droits de douane, mais ça va se dégrader beaucoup plus, parce qu'il y a des sujets qui sont en train de monter et qui vont amener Trump à réappliquer d'autres droits. Parce qu'on va voir la balance des échanges commerciaux de la Chine par rapport aux États-Unis. C'est énorme le déficit américain, 438 milliards de dollars de produits chinois vers les États-Unis, 143 seulement vers la Chine. Et là, on se dit, Marc Julien, bah oui, nous, on risque de subir aussi la même chose. On se bat, nous, Européens, avec la Chine, avec nos petits bras. Est-ce qu'on a été assez costaud dans la négociation récente ? Oui, c'est déjà le cas. Le problème du déficit commercial est un problème ancien que l'Union européenne a avec la Chine. Je ne pense pas qu'on sortira perdant ou gagnant de négociations entre la Chine et les États-Unis. C'est très bien qu'ils négocient entre eux. Nous, par contre, effectivement, je suis d'accord avec Elvire et avec Mario Draghi sur le fait qu'il faut qu'on se renforce un peu, qu'on se dote peut-être de dents pour faire face. Ça serait quoi les dents? Quelle forme elles auraient les dents? Alors déjà, il faut préciser que c'est déjà le cas quand même. Oui. On se dote d'outils commerciaux pour de mécanismes de filtrage d'investissement, de mécanismes aussi anti-coercition pour justement protéger davantage le marché européen qui est là effectivement sous un risque d'assaut et d'inondation de produits chinois qui pourra avoir des conséquences directes à la fois sur l'industrie européenne, sur les technologies européennes, mais aussi sur les questions sociales puisque... Si, par exemple, dans l'industrie automobile, on voit des centaines de milliers d'emplois perdus dans les années qui viennent, c'est une question sociale et qui peut aussi entraîner des problématiques politiques, de déstabilisation politique, de montée des populismes, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, je pense, c'est que la Chine a désormais changé de stratégie vis-à-vis de l'Union européenne et c'est une stratégie désormais qui repose exclusivement sur le rapport de force. Et donc là, malheureusement, il n'y a plus de cadeaux. On aurait pu penser qu'avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump, il y aurait davantage de compromis, de discussions avec les Européens. Aujourd'hui, je crois que c'est terminé et qu'elle est dans le rapport de force. Je crois que c'est ça qui est vraiment la différence avec le premier mandat de Trump au début, où il y avait... on se souvient de Xi Jinping à Davos, et donc il tendait la main aux Européens. Les Européens disaient, ben voilà, on va laisser les Américains dans leur jus, et puis on va défendre l'ordre fondé sur les règles, le libre-échange, etc. Or là, la Chine a encore ce discours-là, mais on a l'impression qu'il s'adresse plus aux pays du Sud qu'à l'Europe, et que l'Europe, justement, se retrouve un peu perdue entre les deux grands. Et d'ailleurs, en termes commerciaux, on voit le déclin des exportations chinoises à l'égard des États-Unis, une montée des pays du Sud, que ce soit l'Amérique latine et surtout les pays de l'Asie du Sud-Est. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, un pays, l'Ukraine. Est-ce que ce rapprochement, peut-être fugace, aura des conséquences, un espèce d'effet domino sur l'Ukraine ? À travers la Chine qui peut... Ça a été clairement dit récemment du côté chinois. Ils ne peuvent pas lâcher la Russie. Donc les Européens continuent à exercer une pression sur la Chine. Mais il ne faut pas attendre de la Chine qu'elle joue un rôle constructif pour obtenir un cessez-le-feu. Ou apaisant. Ou une demande. Juste une demande. On aimerait bien qu'il fasse un peu pression sur la Russie. Mais... Merci à tous les trois d'être venus débattre et d'être venus nous éclairer un peu. L'actualité, on reste dedans, mais vu par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau, le Rwanda va accueillir la plus grande compétition de son histoire, les mondiaux de cyclisme. Et la sardine est le poisson star de l'été, notamment en Allemagne, mais attention évidemment à la surpêche. Avant tout cela, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nolte. Momie, la découverte de rituels de momification par séchage, enfin lyophilisation quoi, remontant à plus de 10 000 ans, repousse l'âge des momies, c'est entendu. Voici donc, comme promis, les momies. Elle est la momie la plus vieille de l'histoire. La civilisation des momies. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes. Momie, de l'arabe mumia, une substance noire résineuse ou bitumeuse utilisée pour embaumer la dépouille des morts à l'Antiquité, désigne un corps humain préservé de la décomposition. Lundi 15 septembre, des chercheurs australiens ont affirmé avoir découvert les plus vieilles momies du monde, bien loin de l'Égypte. Un corps peut avoir été momifié par Dame Nature, une sécheresse extrême, le froid, des tourbières acides, du sel, ou par l'insatiable volonté humaine avec des technos variés. La plus fameuse est celle des Égyptiens qui, il y a 4500 ans, ôtaient les organes, asséchaient le reste avec un sel naturel, puis l'enveloppaient de bandelettes. Jusqu'ici, la doyenne des momies, découverte en 1917 dans le désert chilien, appartenait aux Chinchoros, qui chassaient-cueillaient il y a 9000 ans. Dans cette société égalitariste qui momifiait tout le monde, et pas seulement les chefs, les corps étaient couverts de linceul de roseau et enterrés peu profondément dans le sol aride.
Depuis lundi, la momie 0 est asiatique. De 11 sites archéologiques, les chercheurs ont exhumé 54 sépultures pré-néolithiques constituées de corps recroquevillés, momifiés par fumage, c'est-à-dire asséchés au-dessus d'un feu. Une manière pour les proches de garder un œil humide sur leurs défunts secs. C'était il y a 14 000 ans. Ces morts lyophilisés ont alimenté le grand mystère de l'après. De la momie en poudre est utilisée comme remède au XIIe siècle. La momie précolombienne Chachapoya, exposée au Trocadéro, inspire le cri à son auteur en 1893. La momie est un carton hollywoodien avec l'acteur champion du film d'horreur dès 1932. Mommy Mia. Mommy Blues, quoi, hein, comme disait Nicoletta. Bon, rebonsoir Marie Bonissou et Xavier Mauduit. On vous retrouve pour vos chroniques, ma petite reine. Alors, les championnats du monde de cyclisme sur route ont débuté hier au Rwanda, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous allez nous raconter un champion venu d'Afrique. Exactement. Et quel champion? Ah, et quel champion, hein. C'est le 29 juin 1913, Elisabeth, qui a lancé la 11e édition du Tour de France, avec alors, une liste de coureurs. Ils sont classés par équipe ou par coureur isolé. Liste officielle, hein, vous avez à côté du nom de chaque coureur l'origine géographique. Alors, ce sont bien souvent des villes, alors toutes les villes françaises bien sûr, quelques villes italiennes, quelques villes belges, et à côté du nom d'un coureur, sur cette grande liste, vous avez écrit Tunis. Ah, et alors, qui est le coureur de Tunis? Ali Nefati, voilà, c'est son nom. Il a 18 ans, c'est un champion en Tunisie. Alors oui, c'est lui qui participe comme le premier coureur africain à un Tour de France. C'est un champion, je vous dis, mais enfin quand même, tous les sportifs tunisiens ont dû organiser une sorte de grand gala pour récolter des fonds pour qu'ils puissent participer au Tour de France. Alors, il ne brille pas par ses exploits sportifs. Je vous dis tout de suite, il abandonne à la 4e étape. C'est pas le seul, hein. Ils abandonnent tous énormément dans cette 11e édition du Tour de France. Mais enfin, quand même, il revient pour le Tour de France de l'année suivante. Et dans la presse, auprès du public, il est repéré. C'est le Tunisien, c'est comme ça qu'on le surnomme. Il a une très très belle carrière. Et puis, il met fin à ses exploits sportifs au début des années 1930. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que dans ces premières années du Tour de France, vous avez une compétition particulièrement française, voire franco-belge. Rendez-vous compte, le premier coureur britannique à participer au Tour de France, c'est en 1937, 31e édition du Tour de France. Il s'appelle Charles Holland. Quant au coureur, le premier venu des États-Unis, c'est Jonathan Boyer, dit Jock, en 1980. Vous voyez, donc c'est hier, hein, c'est coureur étranger. Et alors, descendons un peu plus bas dans le continent, l'Afrique noire. Alors oui, là c'est une histoire vélocipédique particulièrement intéressante parce que le vélo est associé à la colonisation. Ce sont les Européens colonisateurs qui ont apporté le vélo. Mais au moment des indépendances, pas question de rejeter le vélo. Bien au contraire, il est considéré comme un instrument d'émancipation. C'est le cas en Tanzanie avec le premier président du pays, Julius Nyerere, qui promeut le vélo. Il y voit quelque chose d'absolument sensationnel parce que c'est accessible à tout le monde, ça ne demande pas d'énergie. Sinon, l'énergie physique, c'est pas cher, c'est formidable pour le développement du pays. Et donc, pourquoi pas briller dans des compétitions sportives. Et dans le cas du Rwanda, vous avez en 2006 l'installation à l'ouest du pays d'un centre d'entraînement qui est tenu par Jonathan Boyer, Jock, celui dont je vous parlais, le premier coureur états-unien venu aux États-Unis. Donc, vous voyez, le fait qu'aujourd'hui, ces championnats du monde de cyclisme sur route soient au Rwanda, c'est tout simplement la suite de cette longue histoire, évidemment la tête dans le guidon. Merci Mauduit. Chère Marie, on part en Allemagne, non? Oui. La sardine, 10 sardines en boîte, elles ont vachement de succès, non? Mais c'est ça. Hein? Étonnamment, qui aurait cru qu'un jour on s'offrirait du poisson en conserve? Ça, c'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui n'en revient pas. Oui, les sardines en boîte sont à la mode. Alors, elles sont pêchées, mises en conserve sur toute la côte atlantique, donc Portugal, Espagne, France. Nous, on connaît depuis des années. Mais pour les Allemands, pendant longtemps, écrit Der Spiegel, le poisson en conserve, c'était au mieux pour les étudiants sans le sou, au pire de la pâtée pour chat. Voilà, on est à ça. Ça a totalement changé. Ça a totalement changé. Aujourd'hui, à Berlin, ils ont carrément trouvé un bar à sardines. Et que des sardines. Donc vous avez le patron qui se compare à un sommelier et qui vous guide parmi les 200 conserves différentes de sa carte, avec à chaque fois précisé le producteur, l'année de fabrication et la saveur particulière de chaque conserve. Alors attention, les sardinophiles, je viens d'inventer ce mot, précisent bien la distinction entre les conserveries traditionnelles
Donc comme celle de Quiberon, par exemple, en Bretagne, où raconte le journaliste, ce sont encore les hommes qui pêchent, les femmes qui mettent en boîte, à la main, après avoir trié les sardines par taille, disposées côté ventre pour bien qu'on voit les beaux reflets gris des écailles. Et surtout, n'en déplaise à Patrick Sébastien, les sardines ne sont pas trop serrées dans ces boîtes-là. Non, elles sont serrées à l'usine, là où les conserves bas de gamme sont produites à la chaîne. 1 million par heure de conserve à peu près, contre 30 000 la journée dans la petite conserverie Tradi. Voilà, donc il y a une différence. Et vous me voyez venir, les sardines aujourd'hui sont le nouveau vin, avec des très bonnes, très chères, des millésimées. Sardines millésimées, ça veut dire qu'elles ont maturé pendant des années dans leur huile avant d'être dégustées dans des boîtes qui peuvent être dessinées carrément par des artistes. Et maintenant, elles sont même commentées par des influenceuses sardines sur les réseaux sociaux, qui sont vues par des millions de personnes. Voilà, des influenceuses donc, qui donnent leurs sardines préférées et puis qui vont peut-être vous donner même envie de vous habiller en sardines. Car cet été, figurez-vous, cet été 2025, a été décrété Sardine Girl Summer, donc l'été de la fille sardine, par un prestigieux magazine de mode américain qui s'appelle le Harper's Bazaar et qui a donc envoyé tout le monde s'acheter des petits pendentifs en forme de poisson. Voilà, résultat de tout ce bruit médiatique, n'empêche que c'est concret. La Belle-Illoise, par exemple, qui est la conserverie familiale de Quiberon depuis 3 générations, elle a confié au Spiegel qu'elle a augmenté ses exportations d'1 tiers cette année, plus 33% à la bonne huile. Et la surpêche, on n'en parle pas? Non, j'ai rien dit. Et alors sur Arte, prochainement, un merveilleux documentaire, vous allez adorer, Sardine Run, des murmurations, mais pas d'oiseaux, de sardines. Bref, on se retrouve demain, nous, à 20h05, c'est sûr. Tchuss.